Ladies and gentlemen, welcome everybody. On behalf of the Graduate Institute, my name is Nico Krisch. I'm a professor here at the International Law Department. And it's really my pleasure to see so many of you here today, which is obviously a reflection particularly of the interest in our speakers at today's lunch event. Now, it's not exaggerated to say, I think, that Carles Puigdemont has been one of the most visible European politicians in the past year because of his role as a president of the Catalan government in the run-up to the independence referendum and the eventual declaration of independence last October. Now, the Catalan struggle for independence has been one of the gravest constitutional crises that we've seen in Europe in recent history. I've had the pleasure of working in Barcelona for several years myself, and I've seen part of that process really close up. Intellectually, that's been fascinating to see how contestation turns into a conflict because of a political blockade. For lawyers, it's also sobering to see the limits of the law, to see how constitutional law especially is not able to deal with a conflict that calls into question the constitutional settlement itself on the basis of self-determination and democracy. Now, it is sad, even for a lawyer to say, that so much of this process has ended up in the courts with criminal charges and detentions and punishment. Some of this is beginning to be fought in international human rights bodies, also here in Geneva. But ultimately, this is clearly not something for lawyers or courts to resolve, but for political dialogue to work out. Now, Mr. Puigdemont has been centrally involved throughout this process as a member of the Catalan parliament, as a mayor of the city of Girona, and since early 2016 as president of the Generalitat, the government of Catalonia. As I'm sure you all know, he lives now in exile in Brussels, but he keeps being the central figure of the independence movement. Now, what we wanted for today's event was a probing conversation about this movement and more broadly about how independence goes together with the idea of Europe. There's somewhat a tension there between European integration and the move to broader political structures overcoming boundaries, and the drive towards smaller states that comes with a quest for independence. Maybe that's a tension, maybe it's not, but to explore this and much more, we couldn't have hoped to have a better conversation partner than Imogen Foulkes. Ms. Foulkes has been the BBC correspondent in Geneva for 14 years now, appearing on TV, radio, and online, reporting on killer robots, peace talks, and asking about a potential post-human rights world. I found it really striking to see on her LinkedIn profile that she says she thrives on deadlines, breaking news, and good stories. Now, the deadline thing I think I wouldn't share, but I'm very much interested in breaking news and good stories. Now, we're very happy to have you both here today with us. I'm very curious about what we will hear, and I hand the floor over first to Mr. Puigdemont to deliver a short opening statement. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to all of you. Many thanks for attending this conference called Does Independence Still Matter in the 21st Century? As you all know, the International Covenant on Civil and Political Rights states that all peoples have the right of self-determination. This is a well-known principle that has applied in the many parts of the world in order to decolonize, but that is also applicable to those nations that, seeking or not independence, decide to have more autonomy. Self-determination is thus a process and not only a pre-established outcome, as many people believe. However, it is true that
Since the end of the Second World War, the number of the states in the world has multiplied itself. Many of them are small states, as globalization has reduced the cost of statehood. There is no need anymore of a big internal market in order to thrive and sell your own products. There is no need to have a strong military to feel safe. The Western world has become more interrelated and peaceful than any other point in history. Good news for countries like Switzerland, Denmark, or Catalonia, as the global opening of markets makes them less dependent of their bigger neighbors. In general, when the world becomes more democratic and barriers to trade fall down, small nations succeed. And when the world closes itself and protectionism prevails, it is only a matter of time before authoritarianism becomes again possible. Moreover, the fact that we live inside the European Union cannot be an excuse to neglect the democratic will of the Catalan people, particularly if the European Union wants to send the signal to the rest of the world that any conflict among nations can be solved through democratic means. Whatever happens with Catalonia matters for all the European Union. Values are worth that what you are ready to pay for their defense, and sometimes it seems that in Brussels it is important to talk about democracy than to protect it. Sometimes we don't realize how the rest of the world looks at the Europe in search for answer. A Chinese delegation recently asked in the European Parliament if the Spanish use of force on October the 1st was now the EU policy. Watching events in Hong Kong or in Xinjiang, I can imagine why they were so interested, and it's not good for human rights around the world. In this sense, the European Union has a lot to learn the democratic terms from Switzerland, for example, a country that has been a semi-direct democracy for 170 years. For example, the creation of the Jura Canton in 1978 is an example of internal enlargement, meaning a democratic solution for separation inside a bigger union. Did someone ask Jura if they were less Swiss after they vote to separate themselves from Bern? If the Catalan people wants to be part of the Europe through the Catalan state and not through the Spanish state one, why should that be a problem? Why should it matter? What the Catalan people is demanding to the European Union institutions is not to support our movement, just to respect our fundamental and human right. Nothing less, but nothing more. The independence of Catalonia is a project that de facto pushes to decentralize the European Union away from big states ill-adapted to the challenges of globalization and closer to the people. Centralist states in Europe already are harming the economy of their weaker regions that are being cut out from the rest of the world without investment and seeing how their best people live to never return. And so, the independence of Catalonia matters because it brings Europe closer to the Swiss model, much more successful and accommodative to globalization than the Jacobin centralist one represented by France or Spain. Finally, the independence of Catalonia matters in 21st century Europe because it is a way forward to build a continent more prosperous, more democratic, and more respectful of its own minorities. Thank you very much.
Somebody has to say, yes, it's working, good. Thank you all for coming in such numbers. Thank you, Mr. Puigdemont, for the opening statement. Just a little bit about how the structure of this debate is going to go. Mr. Puigdemont would prefer sometimes to have some of his answers in French, particularly when we get into specific, perhaps, political, technical kind of vocabulary for reasons of precision. But we have assured him that here in International Geneva that is no problem at all, and I will still be using my mother tongue, which is English. So when we come to questions from the audience, you feel free to put your question in English or French, even in German, if you like. I can translate. The topic, as you know, is what is the reason for nationalism in 21st century Europe? And what we're hoping to do today is to unpick this concept in a more of a Europe-wide scale, not necessarily focusing just on Spain and Catalonia, because there's a lot to say right across Europe. You might hear I'm originally from Scotland, so I also have some background, have had to do some deep thinking about these concepts. And I think we would also like to look at the kind of words we have been hearing over the last year and a half. I think sovereignty, nationalism, independence, autonomy, globalization. All of these things affect the way we as individuals live our lives independently or not, and our communities, and indeed our countries. So I think to kick off, Mr. Puigdemont, what I would like is perhaps a brief definition from you about what independence actually means to you as an individual and as a citizen, country, state of the world. Ok, merci. La première raison que je dois te donner n'a rien à voir avec les nationalismes. Moi, je ne serais pas indépendantiste s'il s'agissait de faire le même que fait l'État espagnol, par exemple, mais uniquement en changeant le nom, le faire au nom de la Catalogne. Moi, je ne serais pas indépendantiste, parce qu'il ne s'agit pas de faire un État du 19e siècle, mais au contraire, du 21e siècle, parce que les outils traditionnels des États sont déjà supérés. Et donc, on peut bâtir, construire un pays, une république basée pour la citoyenneté. Passer de l'ancien modèle, qu'encore c'est valable pour la majorité des États, tout faire pour la population, à ce nouveau modèle, que c'est une demande déjà de majorité de la société européenne, avec la population, avec les citoyens. Donc de partager avec eux les décisions en permanence de que veut dire aujourd'hui la souveraineté, en fait l'État, qu'est-ce que c'est l'État, c'est qui l'État exactement, et ça n'a presque, bien sûr qu'à avoir, mais c'est pas fondé sur la base de l'identité classique, une langue, une culture, un seul regard sur le monde. Il y a un besoin de donner une réponse à une demande, surtout de jeunes générations Europe, de participer, de décider, de ne faire pas évident la décision de leur société à travers de leur parlement, le gouvernement, qui sont nécessaires bien sûr, mais qui ne peuvent pas renoncer à l'apport d'un nombre chaque fois plus grand de citoyens qui veulent s'engager. Donc, pourquoi faire l'indépendance maintenant, justement, pour entrer au XXIe siècle, pour passer, pas pour changer d'État, mais pour changer d'époque. It's very interesting what you say there, that for you it's almost the kind of the democratic system, which is the definition. And yet, for many people across Europe, independence
is the symbols are important. The flag, the currency, the passport, whether it's purple or back to blue, as we have it in the United Kingdom. These are very important things, and I just wonder, since you are a politician, how do you cope with the idea that those symbols will often resonate much more strongly than your concept of direct democracy and the people having the say? Je veux remarquer que pour défendre la validité des États, il faut parcourir à des éléments du nationalisme. Les drapeaux, par exemple. Non donc, bien évidemment que sont importants les symboles. Je ne dis pas de bannir les symboles, au contraire. Mais il faut les conjuger en pluriel. Parce qu'il y a beaucoup d'identités partagées. Aujourd'hui, la Suisse est un exemple, mais je crois qu'on peut aller ailleurs, l'Europe, et lorsqu'on regarde la société, on y voit, qu'est-ce qu'on y voit? En diversité, d'identité, de langue, de culture, et ça va être en permanence comme ça. Donc il faut incorporer cette diversité à cette idée ancienne des nations, des États. Alors, bien sûr, notre bataille, c'est pas pour finalement avoir un passeport que puisse dire la Catalogne, parce que si finalement il y avait un passeport que disait l'Europe, ce serait suffisant pour nous. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut les utiles d'un État. Si ces utiles d'un État, pour faire quoi? Pour améliorer les conditions de vie de notre concitoyen. Si ces utiles d'État au revenu de l'État espagnol, il n'y aurait aucun problème. Parce qu'on aurait pu faire possible ce qui est possible dans tous les peuples du monde. C'est que chaque pays doit être le résultat de leur propre effort et de ce engagement avec le reste du monde. Si pour avoir ça, on doit créer un État, parce que c'est la seule façon maintenant, même en Espagne, de le faire, on doit le faire. Mais si ça serait possible dans les cadres de l'État espagnol, dans les cadres de l'Union européenne, mais pourquoi pas? Alors, ces combinaisons d'identités dans lesquelles qu'on peut trouver ailleurs, c'est incompatible avec cette idée? Pas du tout. Parce que chez eux, on peut se sentir, s'exprimer comme chacun veut, parler les langues qu'on veut. Mais finalement, au XXIe siècle, à l'ère de la globalisation, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'identité numérique, finalement, il faut reconnaître que c'est un peu plus complexe de préciser quels symboles vont représenter les générations de l'avenir. Au-delà des drapeaux qui sont importants, pour moi aussi, sont importants, mais il faut les respecter. Mais il y aura des éléments plutôt plus importants pour des jeunes générations à l'avenir qui sont habitués déjà à partager leur vie, pas uniquement leurs intérêts, leur vie dans les réseaux sociaux, avec tout le monde. Quelle va être leur identité à l'avenir? Donc, il faut s'ouvrir à cette nouvelle réalité que prépare des générations de citoyens, de démocrates, qui demandent d'utiliser des outils nouveaux à ces outils anciens qui viennent du XIXe siècle. Donc, il n'y a pas aucune incompatibilité avec les symboles traditionnels qui forment part de ces mélanges d'identités qu'on a aujourd'hui. It strikes me, though, that for many people, what you're talking about is not an independent nation state. You're talking about fiscal and legal autonomy and maintenance of cultural identity. And that many people say, but that's not the same thing. I mean, you have been quoted just now. You said, that the Swiss example is a good one. I mean, the cantons are obviously not nation states. Bon, je crois que je suis dans la République de Genève, non? On est dans la République de Genève, donc... Mais je comprends votre nation. De temps en temps, on m'a posé la question, est-ce que l'indépendance, c'est la seule possibilité de régulation? J'ai toujours répondu non, bien évidemment.
il y a des autres possibilités pour régler la situation. En fait, on l'a essayé à plusieurs reprises. On a essayé d'abord la réforme de notre constitution régionale, le statut d'autonomie. On a proposé, on a échoué. On a proposé un accord fiscal. On a échoué. Donc, on a supporté des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche à l'Espagne. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est que on n'a pas, ou même c'est peut-être notre faute, on n'a pas suis capable de changer l'Espagne en la direction qu'on avait rêvé, que c'est la direction d'un État plurinational. Et vraiment, l'Espagne n'est plus un État plurinational. Donc, si la Catalogne c'est une ancienne nation de l'Europe, si le Pays Basque, de Galice, il y a des nations qui ne peuvent pas être reconnues comme telles dans l'État espagnol, elles ont le droit d'exercer l'article numéro 1 de ce pacte international de droits civils et politiques, c'est-à-dire tout peuple a droit à l'autodétermination. Et de le faire de la plus pacifique et démocratique manière. C'est que c'est la Catalogne. Ce qui rend encore peut-être plus compliqué la situation parce que le précédent nous indique que la majorité, presque la majorité de ces cas ont été précédés de fortes violences. Et on a décidé depuis beaucoup d'années de pas la violence n'est pas une option, pas du tout. On peut faire ces parcours par une voie qui doit appartenir à ce type de république qu'on peut bâtir. L'engagement avec la paix et la cohésion sociale. Donc on va arriver à faire ça, difficile mais pas impossible, à travers de cette stratégie. Il y aura bien évidemment des autres possibilités, et elles ne sont pas sur la table. Ce que je regrettais toujours de M. Rajoy, et je lui demandais la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que l'Espagne a un projet pour la Catalogne, que ce soit différent de l'indépendance, que c'est le projet qu'une partie des Catalans posent sur la table? Parce que si vous l'avez, on est disposé à en parler. Parce que c'est notre devoir comme démocrate d'écouter l'autre part. Mais écoutez, il m'a dit, bon, je ne peux pas et je ne veux pas en parler. Il n'y a rien. Il a dit, ce qu'il y a maintenant, c'est ça que vous convient. Mais ce qu'il y a maintenant, on voit, bon, je vois que la vie de tout le monde, ça ne marche pas. Il faut le changer. Pour changer les choses, il faut y avoir un débat, un dialogue dans lequel tout est possible. Même devenir une république, comme Genève, même devenir un canton, ou même devenir, je ne sais pas quoi. Can I just ask you, just listening to you, independence movements, would you always, by instinct, support them? I mean, people have mixed views of independence movements. I'm not talking specifically about Catalonia, but anywhere in the world. Restive, troublesome, rocking the boat. Are there any that you would perhaps consider maybe that one's a bit misplaced, a bit misguided, or would you just support any independence movement wherever it popped up? It's not too easy to... Well, je ne sais pas quoi dire exactement à votre demande, à votre réflexion, mais... C'est curieux. Non, c'est sûr qu'il y a des autres schémas à part de l'indépendance. C'est sûr que ça peut attirer l'intérêt de quelqu'un qui n'est pas exactement intéressé à l'indépendance, et ça peut être confondu aussi à des autres batailles pour changements qui ne sont pas du tout dans les cadres de la démocratie ou etc. C'est pour ça que, par exemple, je suis très prudent en utilisant le mot nationalisme. Parce que je sais que ça veut dire le nationalisme par l'Europe. Mitterrand a dit une fois, le nationalisme c'est la guerre. Et il a raison, il a eu raison. Parce que si on voit les nationalismes des États, ils ont provoqué des catastrophes énormes en Europe. Donc, c'est un sujet très difficile de dire. Il y a aussi des mouvements souverainistes, bon, je vois que tous sont différents. Les cas écossais, les cas flamands,
le cas de la nord de l'Italie, le cas de certaines régions du centre de l'Europe. Tous sont différents, donc il n'y a pas une approche concrète sur la manière dont on peut revendiquer l'indépendance sans être accusé de partenaire ou appartenir à un concret courant européen ou contre l'Europe. Chaque pays doit suivre son chemin, s'exprimer. On a des contacts, il y a points en commun avec l'Écosse, mais ce sont des situations complètement différentes. On ne peut pas les aborder de la même manière. Thank you. Difficult, I know. It just came into my head. One thing I think, and I imagine that a lot of people in the audience may have occurred to too, that we're talking about Europe in the 21st century, and our lives are governed by all sorts of things which are not really our governments. We have globalization, we have international trade, and we have social media. And I'm thinking particularly of the Facebook revelations that we've seen over the last 48 hours. And you talking there about a conversation with your citizens and a form of direct democracy. But where does that go when we see the kind of techniques which apparently have been used to influence opinion, and we see maybe a failure of perhaps civic education in schools, but education via Facebook, via Instagram? Non, c'est une question très intéressante. En fait, on a commencé à étudier ce que signifie la République digitale, numérique, l'identité numérique, la démocratie et la représentation numérique. Bien sûr, les réseaux sociaux ont de grandes opportunités et des grands dangers, mais les problèmes ne sont pas eux-mêmes. La question est, est-ce que nos citoyens sont formés, on les éduque pour se rapporter de façon efficace avec ce milieu? Je crois que non. Mais la solution, ce n'est pas de contrôler ce milieu, ou de le démoniser, ou de le stigmatiser. Au contraire, c'est de le reconnaître, parce que ce milieu va rester et va augmenter. Maintenant, on se demande déjà quel va être l'impact sur la gouvernance et sur l'économie de la technologie de blockchain. Ça ne va pas disparaître. Au contraire. Donc, quelle est la solution? Ce n'est pas d'interdire l'utilisation des portables sur les écoles. C'est d'enseigner comment l'utiliser, bien l'utiliser, et enseigner à leurs parents que c'est un outil. C'est un outil qui peut aider énormément à l'amélioration de notre société. Je vais poser un petit exemple que déjà c'est en pratique chez nous. Ce qu'on appelle les applications passives. Beaucoup, peut-être tous d'entre vous, vous avez des applications sur votre portable. Vous avez un capital énorme que encore les États n'ont pas réussi à valoriser. Vous avez vos données en mouvement, en utilisant, et ça c'est un élément indispensable pour gérer les organisations de l'avenir. Il faut passer de l'organiser des ressources humaines et ressources économiques à surtout gérer technologie et données. Et données big data, intelligence artificielle. On a créé une application passive chez nous pour améliorer les investissements dans les réseaux de haut débit numérique. Comment on le fait? Donc, il y a une application passive que les citoyens peuvent se télécharger et rien faire d'autre que le porter. Et cet appareil contrôle en permanence, à chaque déplacement de ces citoyens, la qualité de les connexions technologiques avec tous les serveurs, toutes les antennes qu'il y a sur le territoire. Et ça donne une carte réelle. Ce n'est pas la carte officielle de téléopérateur disant oui,
le niveau, la qualité de la technologie 4G ou c'est celle que indique la potence, la puissance de l'antenne. Non. Il y a une carte complètement différente. Complètement non. Différente. Et cette participation des citoyens a créé une carte réelle sur la qualité ou la non-qualité de le réseau de haut débit nous aide énormément à cibler les investissements et pas les doubler et pas les destiner dans un endroit qu'on n'a pas besoin. Ça veut dire, c'est une petite montre anecdotique si vous voulez, que la puissance de la participation des citoyens à travers la technologie, du bon usage du numérique à l'amélioration de la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez des attentats de Barcelone. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts à Barcelone les mois d'août passés. Au-delà de gérer de façon professionnelle, policière, efficace ces menaces, on a utilisé aussi un nouveau concept pour se rapporter avec les citoyens, qu'on était les réseaux sociaux. On a exercé une nouvelle façon de se communiquer avec la population en utilisant les réseaux sociaux. Donc il faut évoluer de cette idée de menace permanente de Facebook, de Google. Je sais que la nation Google ou la nation Facebook n'a rien à voir avec les nations qu'on connaît. Mais quand même, ça c'est du réel. Et ça, c'est l'avenir. Thank you very much. Well, we've had our first half hour, so we can open the floor to questions. I'm sure there will be many. Yes. The gentleman there with the glasses, I saw your hand first. That would be you, yes. Yes, you. And there's a microphone coming to you, this side. Hello, do you hear me? Okay. Yes. Okay, I'm Giacomo. I'm first year Master in International Affairs. And thanks for your message. It was very engaging. My question is very straightforward. If you decide to get the independence, you won't be part of the European Union anymore. And if you want to rejoin the European Union, you have to have the unanimous consensus. So how do you want to combine this issue? Thank you very much for your question. It's very interesting. Je vais essayer de le répondre de façon le plus précise possible parce que c'est vraiment une question très intéressante. C'est pas du tout vrai qu'une déclaration d'indépendance de la Catalogne entraîne l'exclusion de l'Union européenne. C'est pas vrai parce que, en tout cas, la Commission européenne ne s'est pas prononcée sur ces sujets. On a entendu beaucoup de dirigeants, mais pas un seul message officiel de la Commission européenne, malgré qu'on l'a demandé à plusieurs reprises, surtout dans le cas de l'Écosse. Qu'est-ce qui se passerait si l'Écosse devenait indépendante? On a vu maintenant qu'il y a un changement d'avis à l'Union européenne, parce que j'ai entendu beaucoup de porte-parole européens disant bon, ce serait un problème, l'Écosse pourra continuer. Mais malgré ça, c'est vrai, il y a une possibilité que la Catalogne ne soit pas, la Catalogne indépendante ne continue à être part de l'Union européenne. Oui. Mais ça demande une seule chose, que c'est contradictoire avec ça. C'est de la reconnaissance par la part de l'Espagne de l'indépendance de la Catalogne. Parce que s'il n'y a pas la reconnaissance de l'Espagne de l'indépendance de la Catalogne, les 7,5 millions d'habitants en Catalogne vont continuer à garder leur citoyenneté européenne. Et pourquoi je dis que c'est impossible qu'après la reconnaissance par la part de l'Espagne de l'indépendance de la Catalogne ne peut pas entraîner l'exclusion de la Catalogne de l'Union européenne? Parce que toute reconnaissance d'un pays nouveau, c'est la conséquence d'un accord. Dans 100% des cas. Je reconnais ou je ne reconnais pas le Kosovo, parce qu'il n'y a pas un accord. Donc, mais si je reconnais, imaginons si le Royaume d'Espagne reconnaît la République catalane, ça veut dire qu'on s'est mis d'accord avec les frontières, par exemple, avec les actifs et les passifs, avec la citoyenneté, la double citoyenneté qu'on propose, etc. Donc ça veut dire que s'il y a un accord pour que l'Espagne reconnaisse la Catalogne, c'est bien évidemment que probablement le premier intérêt en commun,
c'est de continuer à être membre de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est parce que la Catalogne, c'est un contribuant positif depuis le début. C'est un contribuant positif de l'Union européenne. Je ne peux pas imaginer un projet collectif que puisse renoncer à Catalogne. Au contraire, il faut beaucoup de Catalognes dans l'Union européenne pour son succès. Okay, next question. I have to say Scotland has never quite had a straight answer to that question, nor to the one it's trying to ask now about the single market, so it'd be difficult. I have to be a bit fair and... Sorry, I want to be fair to sections and to gender. Oops, but you had your hand up there, and then I will come to the other side. Bonjour, merci d'être là. C'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Surtout parce que, je ne sais pas si vous savez ou non, j'imagine que oui, que vous avez fait référence déjà l'autre jour au sein des festivals de fonds des droits de l'homme. On vous a expliqué le cas de Gira ici. Mais j'aimerais vous rappeler que dans le cas de Gira ici, vous que vous aimez autant la Suisse, et le canton de Gira, je veux dire, et c'est le canton de Berne qui a voté, et après la Suisse. Est-ce que vous serez d'accord à que le reste de l'Espagne vote si on veut ou on ne veut pas que les Catalans se séparent? Première question. Deuxième question. Et plus ou moins, on ne va pas rentrer au détail, les 50% des Catalans ne veulent pas se séparer. Ils ont des droits humains aussi, eux. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas. Parce que l'école, c'est tout en catalan. Ils ne peuvent pas parler... Droit de l'expression, s'il vous plaît. Je sais que je suis en minorité, évidemment. Mais j'ai mes droits. Et ici, en Suisse, j'ai beaucoup d'amis catalans, beaucoup, et séparatistes, et qui sont étonnés qu'ici, à travers les consulats de l'Espagne, ces enfants, ils ont réussi à avoir plus de serres lectives pour apprendre l'espagnol qu'à Barcelone, Girona et tout ça. Donc moi, je pense que vous, comme président de la Catalogne, vous devriez penser à ces deux choses. Si vous voulez le modèle suisse, il faut que le reste de l'Espagne vote. Et deuxième, la plus importante, vous êtes responsable de cette situation-là. Ouais. Parce que vous auriez pu parler. Hein? All right. Now, let's be clear. This is obviously very strong opinions on many different sides of this, but we are here for a debate, a broader debate, this is what I said at the beginning, about the concept of independence and sovereignty. So while I know that there are important points to make about this, I think it would be fair to the Institute that these points have been made very many times already since last October. And this is not quite how we intended this debate. However, you would like to answer, yes. I'm sure. But briefly. Non, oui, il y a la possibilité que dans un référendum d'indépendance, il puisse voter l'ensemble d'un pays. Oui, c'est passé une fois pour l'indépendance de l'Algérie qu'a voté toute la France. Mais la majorité des cas, c'est au contraire. Par exemple, sur le Brexit, n'a pas voté toute l'Union européenne pour la sortie de le Royaume-Uni. Mais j'admets l'idée. Et lorsque on m'a posé cette question à Madrid, dans une de mes conférences à Madrid, j'ai automatiquement dit: êtes-vous d'accord donc à voter sur le droit de la Catalogne à être indépendant? Parce qu'il s'agit de ça, de reconnaître que la Catalogne c'est un sujet politique, donc qu'a droit à la souveraineté. Si la seule façon c'est que vous puissiez voter toute l'Espagne, il faut écouter le propos. Parce que si ce propos vient de la part de l'État espagnol, on doit l'attendre. On doit être prêt à discuter à propos de ça. On ne peut pas exclure cette possibilité. Mais vous savez qu'est-ce que m'a dit la personne qui m'a fait la question? Ah non, sur l'indépendance, non, parce qu'en fait, la Catalogne n'a pas le droit d'être indépendant. Ça, c'est la question. Ce n'est pas qui vote ou non, mais si la Catalogne a ou non le droit d'être indépendant. Et deuxièmement, je serais ravi de voir les résultats en Catalogne, surtout. Parce que c'est ça que, politiquement, c'est important. S'il y a une majorité de Catalans qui n'aiment pas être
ou continuer à l'Espagne, quand même, ça montre un problème. Il faut agir. Parce que sinon, quelle est la solution s'il y a un vote massif en Espagne contre l'indépendance de la Catalogne? Mais la Catalogne montre clairement qu'elle ne veut pas continuer à rester comme aujourd'hui. Vous croyez vraiment que ça peut régler le problème? Donc, après, le deuxième question sur... vraiment, je dois dédier beaucoup d'efforts à démentir un fake news. Parce que ce n'est pas vrai qu'en Catalogne, on ne puisse pas apprendre, parler, connaître l'espagnol si bien qu'ailleurs de l'Espagne. Et je vous remets... Non, pardon, je vais pas... Non, pardon, madame. Je vais uniquement donner des données officielles. S'il vous plaît, allez au dernier Informe PISA. S'il vous plaît. C'est un informe pour toute l'Europe. Et regardez les habilités linguistiques des Catalans, s'il vous plaît. Et vous verrez qu'il y a des habilités en catalan et en castillan égales ou supérieures à ces habilités linguistiques des communautés monolingues en espagnol. C'est complètement faux qu'à l'école catalane, on ne puisse pas apprendre. On apprend le catalan et l'espagnol à l'égalité, et à la fin des études écolières obligatoires, tout élève en Catalogne maîtrise les deux langues avec le même niveau. Et ça, c'est le succès, pas le problème, le succès du modèle unique d'éducation en Catalogne. Je ne partage pas l'idée de créer deux systèmes écoliers en Catalogne. Je ne vais pas partager mes concitoyens qui parlent en espagnol et les traiter différemment que ceux qui parlent en catalan. Je veux une école. Ça veut dire un pays. Et dans l'école, il doit y avoir les deux communautés, ou les trois, les communautés plurielles qu'il y a en Catalogne. Je ne sais pas... Et c'est un méchant. Mais bon... Right. Another question. I would actually looking for somebody who will not focus in on the inner details of the Catalonia question. Our topic was independence. What's the point? Maybe somebody from this side. Somebody with their hand up? You, sir, at the end. Mm-hmm. It's not about a specific place of the topic, but it has to do with Catalonia and Spain at large. So, first listen my question and then you will assess. So I come from Peru. And in 3 years we are going to celebrate 200 years of independence from Spain. So I would like to know from Mr. Puigdemont, what happened in Catalonia historically 200 years ago when all these former colonies of Spain in Latin America and in the Philippines were getting independence? Why Catalonia didn't assess its right at that moment to become an independent country? Thank you very much. So I think you're being accused of being slow. Sí, muchas gracias y felicidades por el aniversario de la independencia. À ce moment-là, faisait un siècle d'un changement fondamental dans l'État espagnol à partir de l'entrée le premier roi Bourbon, le roi français, Philippe V, qui a changé un État qui était géré, on peut à la Suisse, de différents royaumes qui étaient unis avec le roi, mais quand même qu'on respectait la diversité des constitutions et de droits. Et c'est roi Philippe V a interdit la langue, les institutions, les constitutions. Donc il y a eu une répression énorme qui a fait que dans les moments dans lesquels les anciennes colonies espagnoles ont décidé de devenir indépendantes, je dois noter que la constitution espagnole à ce moment-là disait que l'Espagne s'était formée par exemple, le Pérou, etc., etc. La Catalogne
a été plongé dans une dépression économique, culturelle et sociale énorme. Comme conséquence de cette répression. On peut dire qu'on a raté la possibilité, non, parce que la conscience de ce qu'on avait perdu n'était pas si forte à cause de cette répression. Il faut dire aussi que les universités ont été interdites, sauf une. On était complètement annulées. L'université de Gérone, par exemple, n'a pu être récupérée qu'il y a 25 ans, depuis 1514. Donc, pour connaître l'impact de cette énorme, farouche répression qu'il y a eu. On a posé toujours des questions les mêmes pendant la guerre de Cuba, après l'indépendance de l'Irlande, du Royaume-Uni, après, plus tard, les indépendances baltiques et balkaniques. Et pourquoi la Catalogne n'a pas relié ses efforts, pourquoi rater ces moments, le momentum? Peut-être parce que c'était les moments de la Catalogne. Parce que il y a un engagement profond, pas contemporain, un profond ancien avec la paix. Nous sommes un peuple de paix et de dialogue. Donc on ne peut pas utiliser la voie que la majorité des pays ont utilisée pour arriver à l'indépendance, la révolution violente. On veut utiliser, parce qu'on est en Europe du XXIe siècle, les outils de la démocratie. Ce n'est pas un crime de voter et accepter le résultat, même si l'indépendance perd. Mais ça aurait été une expression de liberté, de souveraineté. C'est pour ça qu'on demande, on a besoin de beaucoup de temps et beaucoup de patience. Question from this side, the lady there with the grey jumper. That you. Bonjour, c'est Pilar Vela, une ancienne de l'Institut. Et vous avez fait référence à les droits des peuples à la libre détermination. Et lors de la dernière votation en Catalogne, il a été très clair que la province de Barcelone et celle de Tarragona ne sont pas pour l'indépendance. Et vous avez mentionné aussi le cas du canton de Jura, où justement on a permis à toutes les communes impliquées de voter et de décider s'ils voulaient continuer à appartenir à Berne ou bien s'ils voulaient faire partie du nouveau canton du Jura. Est-ce que vous serez, telle que la situation actuelle, c'est plutôt Lleida et Girona qui voudraient continuer avec les processus d'indépendance? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Et de ces faits, Barcelone et Tarragone devraient continueraient à appartenir à l'Espagne, et ça serait Lleida et Girona qui pourraient devenir une nation indépendante. Bon, tout d'abord, je dois dire que la demande de l'indépendance de la Catalogne, tout ensemble comme une nation, a clairement une majorité parlementaire au Parlement catalan. C'est vrai. Il faut dire qu'il y a 70 députés au Parlement. Et que les partisans de la ségrégation de Provence, de Tarragone et Barcelone ont aucun membre du Parlement catalan. Il faut dire ça pour ne confondre les idées. Il n'y a aucun partisan de ce que vous, avec toute la légitimité, disiez, qui est élu pour faire possible ça. Mais qu'est-ce qui se passerait un jour s'il y avait une partie de la Catalogne que veut devenir un État indépendant, il y a majorité sociale, bon, il n'y a rien de sacré. En fait, je dois dire, je vais rappeler que le Parlement catalan a approuvé une loi, que c'est la loi de la Vall d'Aran, que c'est une communauté nationale différente de Catalans, ils parlent l'occitan, ils appartiennent à la nation occitane, et on lui a donné le droit de décider leur avenir. Donc ce n'est pas un crime de décider, mais il faut y avoir une demande politique, et la travailler, la proposer. Et je vous assure une autre chose en plus, que s'il y a un jour, il y a une partie de Catalans, n'importe où, qui demande de s'organiser différemment de ce que est prévu la Constitution, je vous assure qu'en Catalogne,
personne n'ira à la prison pour défendre ses idées. Et personne ne sera interdit de le faire. Oui, bonjour, je suis historien et fonctionnaire international. Je viens d'un pays qui va bientôt fêter aussi son indépendance de l'Espagne, mais qui est déjà devenu un État plurinational, ce que vous voudriez pour la Catalogne. Je viens donc de la Bolivie. Et ce que je voulais vous signaler, c'est que j'ai perçu tout de même un paradoxe dans votre exposition, dans votre présentation. Parce que d'un côté, vous dites que vous souhaitez aller vers un État plurinational, et d'un autre côté, vous exaltez le caractère national de la Catalogne. Vous êtes contre le nationalisme d'un côté, mais vous êtes pour, quelque part, le nationalisme catalan. Mais bon, ma question est la suivante. Si l'État espagnol acceptait l'établissement d'un État plurinational, est-ce que l'indépendance de la Catalogne aurait un sens encore ? Merci de vos questions. Et vous me rappelez aussi une idée que je n'ai pas encore utilisée cet après-midi, mais que je vais dire maintenant. Dans tous les cas de pays qui se sont formés, qui se sont déclarés indépendants de l'Espagne, je ne peux souvenir aucun que aille demander de retourner à l'Espagne. Ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise idée de devenir indépendant. C'est pas une mauvaise idée de devenir indépendant, parce que la majorité donc n'ont pas décidé d'y retourner. Mais vous avez raison. Si au moment de la formation de l'Espagne moderne, la Constitution et l'accord de 1978, cet concept ambigu de nationalidades que c'est inscrit dans la Constitution pour ne pas utiliser les mots nation, et qu'on a accepté de l'incorporer parce que ça donnait la possibilité à chaque génération de l'interpréter selon le désir de chaque génération. Si ça aurait conduit à un État vraiment plurinational, vraiment, il n'y aurait aucune demande majoritaire, même parlementaire, pour l'indépendance de la Catalogne. Et en fait, on a essayé de transformer l'Espagne dans ce sens. Si l'année 2010, la Cour constitutionnelle espagnole n'avait pas décidé de suspendre, d'annuler ou de réinterpréter une partie importante des articles de cette nouveau statut d'autonomie, on ne serait pas ici. Parce que ça a été un essai de faire un pacte entre les deux parlements, catalan et espagnol, et un référendum postérieur, pour aboutir à un statu quo nouveau que puisse convaincre, que puisse rejoindre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Ça a fonctionné jusqu'à la sentence de la Cour constitutionnelle qui a créé une crise constitutionnelle énorme. Donc, je peux vous répondre, si à ce moment-là, on aurait respecté cette nouvelle organisation territoriale de l'État, on aurait arrivé à la déclaration d'indépendance. Je peux vous assurer que non. Okay, I'm going to take one last question, and then I have one last round-up question of my own, because I know we're almost at 1:30, and I see some people already leaving. So it is the lady there holding the white sheet of paper. You. Mm-hmm. Thank you very much. My name is Marta Seoane. I'm Catalan, and I've been working here in the WHO for a number of years. I'm an international civil servant. So thanks so much for this presentation. What I wanted to bring a little bit to the mix is the getting people the opportunity to make up their own minds. And I think that in this whole debate of the independence, Catalonia and everything else, and you've made reference to the social media, there is a lot that doesn't get said. I feel very much part of the silent majority, which got a little bit of visibility after the referendum and everything, but not as much as the loud minority that keeps being out there. And I feel very sad when people like me
want to have a discussion, and I can't because I'm booted before I start, just because of, where I've made up my own mind. What I wanted to bring here, and Monsieur Puigdemont, I wanted to ask you, in the Spanish press, and I don't know how many people are aware about this here, there was mention of a roadmap that was done by your government to actually, and I want to quote, that's why I've got the sheet of paper, that was talking about leading to a democratic conflict widely supported by the citizens, aimed at destabilizing the political and economic landscape, and that forces the state to negotiate the separation. It also talks that from the moment we have the clear citizen support, which obviously you've gotten, even though it was the minority, and their active engagement, and backed by the international complicity, kudos to your international marketing rounds, we need to start slowly by gradually increasing the level of conflict, depending on the state's response, under the leadership and coordination of all leaders involved. So I just wanted to bring to the mix that, the fake news and how much of the information is out there, and are we giving people all the tools to make up their own critical decisions and minds about all of this? Thank you. Bé, bon dia. Gràcies per la pregunta. Je crois qu'il faut, pour comprendre ce qui se passe en Catalogne, on a besoin de faire plus d'un clic sur les infos que circulent. C'est nécessaire de faire 2, 3 ou 4 clics plus, parce que vous savez qu'il y a une puissante machine à propagande qui constamment projette une réalité qui n'est pas exactement la réalité de la Catalogne. Parler de minories ou majories silencieuses après d'une votation dans laquelle ont participé presque les 80% des citoyens, c'est pas correct. Parce que vraiment tout le monde s'est exprimé. Tout le monde s'est exprimé. Et on peut voir les résultats, qu'après un harcèlement les idées indépendantistes, vous avez les candidats à la présidence, un à la prison, un autre à l'exil, mon numéro 2 à la prison. Des autres candidats ont passé un mois en prison. La présence policière, après la violence du 1er octobre dans la rue, l'intervention du gouvernement catalan absolument illégale, malgré tout ça, on a retenu le même pourcentage en soutenant l'indépendance et on a augmenté le nombre de voteurs pour l'indépendance. Donc You let him talk. Enough, please. Non, je rappelle que les élections du 21 décembre ont été convoquées par M. Rajoy. Je ne peux pas penser qu'il a convoqué ces élections de façon inconstitutionnelle. Donc, il faut respecter les résultats des élections. Et malgré que l'État espagnol a tout fait pour influencer les résultats de ces élections, et tout fait veut dire de mettre des opposants en prison, ce qui ne passe pas, par exemple, en Pologne. De mettre des opposants en prison, d'essayer une guerre médiatique énorme, incroyable, de briser toutes les règles de la neutralité médiatique. No. Okay. So... même de débat. Même de débat parce que je vais vous souvenir une anecdote qui va exprimer exactement ce que je veux dire. Lorsque la télé publique espagnole, je répète, la télé publique espagnole a présenté un reportage apparemment sérieux sur les processus et les moments lesquels a diffusé des images de moi, vous savez quelle a été la bande sonore qu'elle a utilisée, le film L'Exorciste, censé une neutralité exceptionnelle, exemplaire. Donc c'est dans ces conditions que s'est déroulée la campagne électorale. Et on a gagné quand même, on a gagné. Okay. We are going to have to wind up. And if you don't mind, I have quite a kind of finishing question, which I would like to ask you, because we have heard the strong opinions in this room. We have seen the events in Spain, and my question to you really is this process, democratic towards independence or not. My own country, whether it's the United Kingdom or Scotland, has had 2 in the last 4 years about independence, about sovereignty. Now, these 2 things have riven the United Kingdom. People have to accept, people have to be happy they got what they think they wanted. On either side, it doesn't really matter. But there is
as in here, as in Catalonia and in Spain, a lot of divided opinion. So how do you heal? I mean, these are developed Western democracies and yet very angry and bitter with each other right now. Bon, c'est vrai que ce sont des sujets qui provoquent en fait de confrontations d'opinions très, très élevées parfois. On l'a vu dans le Brexit, on l'a vu d'ailleurs, je me souviens de la présidentielle française, dans ces matchs entre Le Pen et Macron, il y a eu une profonde je ne peux pas dire division, mais division d'opinion, oui. Je vais faire deux réflexions à ce sujet. La première, est-ce que la démocratie, la société démocratique mûre ne peut pas gérer des confrontations profondes? Je dis oui, parce que c'est normal qu'une société démocratique puisse s'exprimer de façon complètement différente, même opposée, sur des sujets qui sont vraiment importants. Ça, c'est l'essence de la démocratie. Je ne peux pas vivre dans un pays que tout le monde est d'accord sur des sujets importants. Mais je vais, deuxièmement, réflexion, on doit se poser d'accord comment résoudre ces grandes différences entre nous. Et quel est l'outil que la démocratie a inventé pour résoudre ça? Ce n'est pas la répression, c'est les urnes et accepter les résultats. Donc, c'est ça qui peut rejoindre une société qui peut être, disons-nous, divisée par des opinions. C'est la gestion de cette diversité, de cette différence à travers des urnes et se poser d'accord tous ensemble, les partisans de oui et les partisans de non, à continuer et accepter les résultats. Moi, je n'ai aucune peur à un référendum d'indépendance en Catalogne. Parce que moi, je sais que le résultat va être respecté par la majorité des Catalans. Et à partir de là, il y aurait un avant de notre vie en commun. Et on va continuer à penser contre l'indépendance ou à faveur de l'indépendance, mais ce n'est pas grave quand un pays puisse y avoir ces genres de différences. Ou est-ce que, par peur de provoquer une différence si importante dans une société, on ne peut pas mettre des sujets si délicats au débat populaire? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Est-ce que même l'unité de l'Espagne, c'est plus important même que l'exercice de la démocratie? Ce n'est pas sacré. Donc, il faut supérer cette idée sacrée de l'unité qu'on ne peut pas parler. On ne parle pas parce que sinon, on va prendre du mal. Non, non. Il faut en parler. Right. Stop shouting. It doesn't help. You have to let our guest speak. Pardon, you have to let him speak. Je sais. Sir, I would like you to let our guest speak now. Thank you. Non, je comprends qu'il y a, et c'est absolument légitime d'être contre l'indépendance, c'est parfaitement légitime, et c'est parfaitement démocratique, mais c'est aussi légitime et démocratique de demander l'indépendance, au même niveau. Et donc, attendez-moi, est-ce que on peut se mettre d'accord à que ces genres de opinions puissent être réglés à travers de la votation, oui ou non? Si oui, je me demande qu'est-ce qu'ils font ces politiciens en prison encore? Et qu'est-ce qu'ils font les gouvernements en exil? Qu'est-ce qu'ils font tous ces professeurs de lycée ayant déclaré pour avoir proposé un débat sur la violence policière le 1er octobre? Qu'est-ce que font 700 maires, 700 persécutés par le Peru général pour avoir approuvé une résolution soutenant le 1er octobre? Donc c'est pas... C'est interdit de voter, ok, c'est interdit de voter. C'est pour ça qu'on veut partir, on veut faire une république. Well, it's unfortunate to end a debate.
Madam, I'm going to have to ask you to stop shouting. It's just not that kind of event. All right? So... I know that there are lots of people here who have lots of things to say about this. Unfortunately, we are out of time. I hope that most, if not all of you who came, enjoyed our topic, which was, what's the point of independence? In 21st century Europe, we knew right from the start that the focus would be on Catalonia. Thank you for coming. Thank you for, at least in part, addressing